Comme il est le plus important institut de recherche universitaire francophone en sciences de la mer au Canada, l'ISMER forme de nouvelles cohortes d'océanographes année après année. Le parcours des étudiantes et étudiants les mèneront vers des projets de recherche variés dans tous les domaines de l'océanographie. Afin de développer un langage commun, le cours d'océanographie expérimentale offre aux étudiants la possibilité d'acquérir une première expérience sur le terrain lors de la mission stage. Évidemment, comme la recherche ne s'arrête jamais, il faut aussi des gens pour faire cette recherche-là, toujours, pour la faire, puis aussi la comprendre et la traduire, évidemment, aux personnes qui vont devoir l'utiliser, en gros. Et ça, moi, je pense que c'est un peu tout le monde. Hein? Tout le monde aurait intérêt à mieux comprendre comment fonctionne l'océan, avec qui on est relié de manière très, très, très étroite, en fin de compte. Et on parle beaucoup des enjeux d'opération, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'océan, c'est une composante incroyablement importante dans le climat de notre planète. Donc, évidemment, c'est pas d'un sujet facile. Puis, donc, à l'ISMER, on forme des futurs chercheurs, en gros, des étudiants qui font une maîtrise ou un doctorat en océanographie dans toutes les disciplines de l'océanographie. Et donc, on enseigne, moi comme physicien, j'enseigne à des gens en physique aussi, mais aussi à des géologues, des biologistes, donc des océanographes, en gros, de tous horizons. Et on trouve important à l'ISMER, justement, que chacun soit exposé, du moins, à la grande diversité des savoirs qui sont requis pour faire de l'océanographie ensemble. Donc, l'océanographie, automatiquement, fondamentalement, est une science qui requiert beaucoup de collaboration, de coopération, de dialogue entre les chercheurs de différents niveaux. Donc, c'est un peu l'idée, c'est de construire un vocabulaire commun, de les exposer justement à nos étudiants à cette diversité de champs. Donc, c'est un défi, hein, d'enseigner des choses que nous, on a appris en physique, par exemple, depuis longtemps, et de les vulgariser. Donc, un des cours importants, c'est la mission stage ou l'océanographie expérimentale, où là, on touche à l'objet un peu plus. On utilise des instruments qui nous permettent de voir ou d'observer, mesurer, donc mettre un peu de concret dans ces concepts abstraits souvent en physique. Et voilà, donc moi, ce qui me motive beaucoup, c'est que la mission stage, en tout cas dans les dernières années, avec le contexte de pandémie, il a fallu un peu la réinventer, mais on peut toujours faire de l'océanographie si on a un peu de créativité, en gros, là, ou apprendre des choses, du moins, sur la physique de l'environnement marin. Quand on part en mission, au préalable, on a fait un plan, donc on a un plan d'échantillonnage, et donc on monte sur le navire. À Rimouski, il faut monter, on part à marée haute, donc quand la marée haute est là, il faut partir. Ça peut être la nuit, donc c'est ce qui nous est arrivé cette année. On part aux petites heures du matin. On se familiarise d'abord avec le navire. Il y a des règles de vie, de sécurité, donc pour pouvoir évidemment revenir sain et sauf au port. Et ensuite, quand on est sur un bateau, on ne s'arrête pas souvent là, de travailler, on optimise le temps beaucoup. Donc là, sur le bateau, il y a des laboratoires qui vont récolter puis analyser l'eau qu'on va aller échantillonner, aller chercher avec une rosette. Donc, qui est un instrument muni de bouteilles qui descend dans l'eau et qu'on peut refermer à différentes profondeurs. Et donc, on peut analyser les propriétés physiques, chimiques de cette eau-là. Donc, il y a des laboratoires pour faire ça. Et il y a aussi des laboratoires qui nous permettent d'avoir accès à plein d'instruments qui mesurent en temps réel, à mesure que le navire avance, différentes variables, comme les courants, la température de surface, évidemment les vents. Donc, ces choses-là qu'on va mettre en lien ensuite ensemble pour comprendre, puis se faire une image, construire une image avec l'analyse sur ordinateur après. Qu'est-ce qu'on a vu? À quoi ressemblait l'estuaire du Saint-Laurent, par exemple, le 10 septembre 2021, et comment il a évolué par rapport à l'année passée, par rapport au cycle saisonnier? Qu'est-ce qu'on a vu comme processus dans l'eau? Donc, tout ça, à bord, on le voit un peu défiler sous nos yeux, et c'est une occasion vraiment géniale pour, justement, comprendre comment la donnée a été acquise, pour qu'ensuite on puisse mieux comprendre ce qu'on voit dans les manuels, dans les livres d'océanographie.
Afin d'accéder à la mer en toute sécurité, l'ISMER dispose depuis 2001 d'un véritable laboratoire flottant, le Coriolis 2. Répondant aux plus hautes normes de certification maritime et pouvant naviguer partout dans le monde, le navire dispose d'espaces dédiés exclusivement aux travaux de recherche. Les équipements qui y sont installés permettent la prise d'échantillons de toutes sortes, étape obligée pour mieux comprendre les phénomènes qui régissent les écosystèmes marins. Le Coriolis, là, c'est le seul navire universitaire de recherche. Donc, il y a des navires, par exemple de la garde côtière, qui permettent de faire de la recherche, mais un navire de cette taille-là qui peut aller en haute mer, c'est vraiment le seul navire de recherche. Donc, ça a vraiment changé la donne au niveau de nos travaux de recherche, spécialement dans l'estuaire et le golfe. Ça permet d'amener 14 scientifiques en mer. On peut faire des travaux dans l'estuaire, le golfe. On est même allé en Argentine avec le Coriolis. C'est actuellement là, une plateforme qui sert à des projets qui sont pan-québécois, pan-canadiens. Donc, je vais te donner quelques exemples de gros projets. Donc, il y a le projet Mars, où au large de Rimouski, on a installé une station de recherche en acoustique sous-marine. On écoute, donc il y a des hydrophones, des séries d'hydrophones, on écoute le bruit sous-marin pour essayer de trouver des solutions pour réduire l'impact du bruit sur, entre autres, les mammifères marins. Une grande expérience qui a eu lieu aussi cette année où les chercheurs ont largué dans l'eau une expérience de déversement, donc avec du colorant, pour essayer de bien comprendre comment se produirait un déversement accidentel de produits chimiques, de pétrole. Et donc, c'est des exemples là, hyper appliqués. C'est des projets qui sont faits en partenariat avec beaucoup d'universités québécoises, des universités aussi canadiennes, avec des entreprises, avec différents ministères provinciaux, fédéraux. Donc, c'est un atout de pouvoir avoir ça. Donc, oui, l'UQAR en bénéficie directement parce qu'on a aussi des cours à bord du navire, mais ce navire-là, c'est beaucoup plus que pour l'UQAR. C'est vraiment pour le Québec, donc pour positionner le Québec de façon stratégique et de leader là, à l'échelle nationale et même internationale. Lors de la mission stage, de nombreux équipements sont utilisés par les océanographes en formation. Ces outils ont chacun leur spécificité et nécessitent un savoir-faire minutieux lors de leur manipulation. Dans le but d'accompagner les étudiants dans l'apprentissage de ces méthodes, des professeurs comme David Deslauriers embarquent eux aussi sur le Coriolis 2 et n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Moi, mon nom, c'est David Deslauriers, puis je suis professeur à l'ISMER, professeur de biologie marine. Donc, c'est moi qui est en charge de la portion biologie de la mission. On fait toutes sortes de trucs, de méthodes d'échantillonnage avec les étudiants pour leur permettre de visualiser la faune et la flore marine qu'on peut retrouver dans le Saint-Laurent. C'est ma première expérience, donc je suis en apprentissage tout autant que les étudiants. Je prends plaisir à côtoyer les autres professeurs en géologie, chimie, physique, mais oui, c'est ma première fois sur le Coriolis, puis c'est une belle expérience. On est allé jusqu'à 300 mètres pour voir ce qu'on pouvait retrouver sur les fonds marins. Les gens ne pensent pas qu'il y a de la vie aussi profondément que ça, mais il y a quand même beaucoup de vie, puis on a pu l'observer à la surface ici. On a fait des échantillonnages avec un chalut, un petit chalut, donc ça nous a permis de récolter des crustacés, des crevettes nordiques, des crabes des neiges, des petits sébastes aussi. Donc une diversité quand même intéressante pour les étudiants là, à visualiser. C'est vraiment ça que je prends plaisir à faire. Ce chalut-là, c'est un filet qui est 6 pieds de large, mais qui va se ramasser sur le fond. C'est un chalut à perche, en fait. Ça ressemble à une version miniature de ce qu'ils utilisent pour pêcher les poissons de fond puis les crustacés de fond. Nous, on y va très tranquillement pour récolter les organismes qui pourraient se trouver sur le fond marin. On a capturé les crevettes, les sébastes, les oursins. Donc ça, c'est toutes des espèces là, qui se retrouvent sur le fond. On les a mis dans un bac d'eau. Donc on pouvait les observer nager, puis se promener, puis interagir ensemble. Là, il y avait un crabe des neiges qui a attrapé une crevette nordique puis qui a essayé de la manger. Donc ça, c'est vraiment des comportements là, qui se passent sous l'eau qu'on n'a pas souvent la chance d'observer. On peut juste s'imaginer qu'est-ce qui se passe dans le fond marin là, avec l'interaction entre toutes ces espèces-là. C'est vraiment intéressant. Ça, c'était un filet à plancton. On veut capturer les petits organismes qui se retrouvent dans la colonne d'eau. On veut pas que notre filet touche le fond parce que ça pourrait refaire monter le sédiment puis ça se ramasserait dans le filet. Donc, on descend jusqu'à à peu près 10 mètres au-dessus du fond. Fait qu'une fois le filet qui remonte à l'eau, ben c'est ça, on va prendre la hose, on va rincer les rebords à l'extérieur pour que le plancton qui se retrouve là, sur les parois, ben ça va se ramasser dans le godet au bout du filet qu'on va ensuite dévisser
On va le verser dans une chaudière. C'est le fun de montrer aux étudiants qu'est-ce qu'on a capturé. Fait que des fois, on peut voir des petits crustacés là, se promener dans l'eau, surtout quand on met ça dans une chaudière blanche. On essaie de sauver de l'espace, hein? Fait qu'on empile les chaudières. Mais des fois, c'est ça, ça arrive que c'est difficile à défaire. Là. Donc, plusieurs d'entre nous qui ont essayé de les défaire ce matin, il y en a 2 qu'on n'a pas réussi encore. Fait que... Ensuite, quand on a observé ça, bien, on va les mettre dans des tamis avec des mailles de différentes grosseurs. Fait que les plus gros organismes vont rester sur le tamis avec la plus grosse maille, mais les plus petits vont descendre sur le tamis avec la plus petite maille. On va préserver les organismes, puis on va les rapporter au laboratoire. Puis ça fait partie du processus d'apprentissage pour les étudiants. Dans le fond, il y a une autre étape d'analyse. Donc, ça fait partie de ça, l'identification des espèces. On va faire ça en laboratoire. Puis à la fin de ça, bien, ils vont avoir leurs données qu'ils peuvent analyser ensuite. Ça, c'est un guide, en fait, pour différents taxons, donc les invertébrés, les vertébrés. C'est juste des photos, dans le fond, qui nous aident à identifier rapidement de quelle espèce il s'agit. Il existe beaucoup d'espèces dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a très peu de personnes qui sont spécialisées à savoir, OK, ça, c'est telle espèce, ça, c'est telle espèce, ça, c'est... Nous, on veut savoir c'est quoi ces espèces-là. Donc, c'est sûr que ça va être plus approfondi quand on va les rapporter en laboratoire puis vraiment faire du mieux qu'on peut pour identifier les espèces. Moi, je me vois dans eux autres, là, quand j'avais leur âge, quand je commençais ma maîtrise, j'avais les yeux grands ouverts, tout est nouveau. Eux, ils arrivent puis ils commencent les études graduées. Il y en a beaucoup qui arrivent à l'extérieur du Canada, qui n'ont jamais été sur un bateau, qui n'ont jamais touché à ces instruments-là. Donc, c'est vraiment le fun à voir. Ils sont tout le temps excités, là, ça c'est sûr. Puis, nous, ce qu'on apprécie comme prof, c'est l'évolution des étudiants au cours de la session. Parce qu'au début, là, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas les liens entre les différentes disciplines. C'est ça qu'on essaie de leur enseigner. Mais à la fin de la session, il faut qu'ils remettent un rapport de synthèse. Puis là, tu vois qu'ils ont été capables d'assimiler tout ça finalement. Puis c'est ça que moi, je trouve vraiment intéressant là, dans ce cours-ci. Puis les étudiants, bien, ils nous le disent, oui, c'est beaucoup d'ouvrages, mais ça les aide là, pour leur projet futur. C'est d'en apprendre sur eux, puis d'où ils viennent, puis leur projet de recherche. C'est une chance que j'aurais pas si j'enseignais pas ce cours-ci. Une première mission scientifique devient toujours un jalon important dans la carrière des jeunes océanographes. Les longues journées de travail et la camaraderie à bord du navire de recherche sont autant de points qui permettent de confirmer si l'on est au bon endroit. Pour certains, c'est aussi l'occasion de découvrir à quel point on a le pied marin. Une première mission océanographique ne nous laisse jamais indifférents, en gros. Que ça aille bien, que ça aille mal, on est toujours transformé par cette expérience-là. Donc, c'est un peu, moi, ce que j'ai vu de l'effet d'une mission océanographique sur les étudiants. Évidemment, ça comporte son lot de risques. Des fois, les journées peuvent être très dures. Il peut y avoir de la houle. Hein? On peut avoir des petits hauts-le-cœur. Mais évidemment, on s'adapte. Hein? Il faut être capable de s'adapter. On peut aller dans sa chambre, relaxer un peu. Et quand on est en forme à nouveau, on se joint à l'équipe et on continue de travailler. Et puis voilà, il y a cette cohésion d'équipe qui est absolument essentielle aussi au travail à bord. Donc, mais toujours, c'est fantastique, unique, une mission océanographique et ça nous aide vraiment, ça nous propulse à poser de nouvelles questions puis voilà, devenir de meilleurs chercheurs.